Ceci est mon corps, survivalisme et beauté pour âme sauvage, par Zala Voikonitu. Ambivalence. Je ne sais qui de l'ascendant balance ou de la peau de chagrin qui me tient lieu de cœur impacte le plus. Le fait est qu'au moment de tout livrer, je suis devant le feu avec mes notes et j'hésite. Parce que je brûle tout au fur et à mesure. Et je ne sais plus si je suis en colère ou juste suspendue à l'attente d'un jugement qui ne viendra jamais. Parce qu'impossible. Trop tard et trop d'enjeux. À quoi bon finalement ? Ceci est sans doute un message dans la bouteille, éternellement voué à voguer au gré du ressac, à se diluer peut-être, sur pause, hébété. Malgré tout, c'était peut-être le seul à être presque gentil avec moi. Martial semblait sûr de lui, fier. Il avait une loi qui portait le même nom que lui. Il avait une aura. Et il faisait pipi au lit. Je détestais l'odeur du détergent, de l'urine et des espaces fermés. On peut dire, quels que soient les mots que l'on utiliserait aujourd'hui, je pense qu'on avait une relation incestueuse, anormale. Je payais une forme de protection en le laissant faire ce qu'il voulait de mon corps. Je ne me souviens pas de la première pénétration. Je sais juste, je me souviens de le voir se masturber, ça me dérangeait, à cause du bruit et de l'odeur, des petits espaces dans lesquels il m'entraînait, à l'ombre. Je me souviens du débordement familial qui facilitait grandement les apartés entre nous. À part me dire régulièrement de changer mes culottes et qu'il fallait me laver, les parents n'ont jamais fait de commentaires. Pas même lors de ma crise d'herpès généralisée à 8 ans, ni lors de ma tentative de changer de plan en ingurgitant des bonbons magiques. J'avais trouvé la boîte dans la voiture et comme il n'y avait aucun goût, j'ai proposé à mon petit frère, qui avait 2 ans et demi moins que moi, de les aromatiser en mangeant aussi tout le filet d'orange qui traînait dans la voiture. Nous avons dormi 3 jours. Je me souviens qu'on nous a dopés au café. On ne tenait plus sur nos jambes. Elles se dérobaient totalement sous mon poids quand on essayait de nous faire tenir debout. L'eurohypnol, ce genre de produit, tu vois, les benzodiazépines, c'est du lourd. À haute dose, on cumule aussi des effets toxiques qui provoquent un coma. J'aurais sans doute dû éviter de partager. Et ce jour-là, j'ai manqué mon coup. Mais avais-je vraiment voulu mourir ? Ce n'est que récemment, lorsque je pense à l'écrire, que je réalise qu'à 5 ans et quelques, j'ai voulu en finir. Même si c'était un acte manqué. Ce jour-là, j'ai manqué mon coup. Je me demande aussi si ma crise de démence à me rouler par terre dans la cour de l'école à la rentrée de CP, alors que quand même c'était flagrant. Je me demande si ça a changé quelque chose. Ma mère est pourtant partie, le cœur lourd. Finalement, moi j'ai passé une agréable journée, honnêtement. De toute façon, ce jour-là, j'ai compris qu'il ne servait strictement à rien de se donner en spectacle. Est-ce que c'est avant ou après que ma mère nous a vus descendre du grenier avec un air vague ? Toujours est-il que je portais cette même robe, l'une de mes préférées, en velours rouge et blanc. Et c'est ainsi que je peux dater les choses. À 6 ans, j'avais déjà une vie sexuelle.
à laquelle je n'ai jamais eu l'occasion de consentir, puisque je ne me souviens même pas du démarrage. L'amnésie traumatique partielle m'a sans doute protégée. Quand mes parents ont parlé de l'importance de ne pas avoir de sexe avant le mariage, je me suis retrouvée devant un dilemme épineux. Allongée sur le sol, la culotte aux chevilles, dans le grenier, au pied d'un autel recyclé, religieux de fortune, j'ai demandé à mon oncle si tout cela signifiait que l'on devrait se marier. Il s'est retiré de moi en me disant que ça ne serait pas possible. Le dilemme devenait plus épineux que jamais, donc je ne pourrais plus jamais me marier. Quelle serait ma vie ? J'étais donc un jouet. Ma question, en tout cas, a fait cesser les petits rendez-vous. J'avais assisté de toute façon à plusieurs scènes de maltraitance envers lui. Je sais qu'il est arrivé en faisant pipi au lit. Quand il est arrivé en France, il est arrivé dans une maison froide où le linge sèche mal. C'est mieux de rincer les draps au moins, en attendant la prochaine lessive. Mais par bravache ou manque de savoir vivre, lui ne le faisait pas. Ce qui lui a valu, en guise de punition, de dormir au grenier ou même à la cave en plein hiver, parfois, pour que l'envie de pisser au lit lui passe, sans doute. Il paraît que ça a marché. Pendant ce temps-là, moi, je faisais des rêves où Capitaine Crochet traînait sous mon lit et sortait par une boîte. Mais je me demande si ma virginité a fait partie des représailles contre mes géniteurs, en fait. Et d'ailleurs, je suis presque certaine que son meilleur ami de l'époque était au courant de ce qu'il faisait avec moi. En tout cas, j'étais dans les parages également quand il n'a pas voulu avouer un vol et que sa tête a rencontré un radiateur en fonte. Je l'ai entendu crier grâce en pleurant. J'ai vu la courroie. Je l'ai entendu pleurer, hurler. Pitié, Yaya, pitié. Alors, j'ai même pas pensé à en rajouter avec cette histoire de culotte. Alors j'ai rien dit. Après tout, j'avais un autre problème grave contre lequel je ne savais pas me défendre. Sa sœur, Liliane, Lily, judocate, garçon manqué. Elle aussi me prodiguait une attention assidue, sauf que la sienne était féroce. Mon cauchemar, chaque jour, j'avais peur qu'elle me tue, qu'elle m'effondre. J'essayais de passer chaque journée, de terminer la journée en ne l'ayant pas trop contrariée. Elle était l'ordre, j'étais le chaos. J'ai pris cher. Et pendant ce temps, mes géniteurs cherchaient à gérer l'insolence de Lily, laquelle m'envoyait écouter leurs conversations. C'est ainsi que je suis devenue presque un agent secret, d'où ma fascination pour Mata Hari. En tout cas, quand on prend des coups répétés et qu'on nous demande de baisser les coudes pour ruiner le réflexe de défense et qu'à la fin on y arrive, je me demande si ça laisse des séquelles. Quand volontairement on baisse les bras et on dit non, d'accord, j'accepte de refuser le combat, vas-y, fais-toi plaisir. Et qu'on arrive peut-être à raconter son histoire sans verser une larme, même si ça perle.
Quand on te fracasse un balai sur la tête et qu'après il y a des gouttes de sang par terre, quand tu sais que ta mère est chauve, tu es en droit de te demander est-ce que tu auras des cheveux plus tard. Si tu sais que tous les traumatismes, surtout quand chez toi c'est déjà bien gratiné, faut se souvenir que quoi qu'il arrive et jusqu'à la fin des temps, mon nombril sera au centre de l'histoire. En tout cas, je pense qu'avec le temps, je leur ai pardonné à tous les deux. Parce que de toute façon, j'ai pas le choix avec la colère et la rancœur ne va que me rendre minable, moi. Et quand j'ai demandé à Liliane pourquoi, elle m'a dit « T'étais tellement belle et si intelligente que je cherchais absolument à t'élever. Mais j'étais vraiment dérangée par ta présence. » Ma mère disait, quand on en reparlait récemment, « Oh, mais tu ne parlais jamais, tu te confiais pas, t'étais dans ta tour avec tes livres. » Mon père aurait dit quelque chose comme « De toute façon, on ne te voyait pas beaucoup à la messe. » Aujourd'hui encore, pour tout ça, je ne sais même pas si j'ai le droit d'être fâchée. Est-ce que le pardon intervient avant ou après la reconnaissance des faits? Et si on minimise? Et si on vous fait passer pour folle? Et si personne ne vous croit? Et si de toute façon on vous avait abandonné déjà comme l'agneau sacrificiel, parce qu'après tout c'est la volonté de Dieu. Dieu pourvoira, Dieu s'arrangera. Comme ça tu sauras que tu as un corps. Il faut mettre un couvercle sur tout ça et oublier, passer à autre chose et vivre l'instant présent. Et après, quand le manque de confiance, quand le doute s'installe et que l'engrenage s'emballe, il se passe quoi? Il se passe que notre corps est mémoire. Il se passe que les blessures, les chocs, les entorses, les histoires, les scénarios, tout ce qu'on vit après, tout ce qu'on choisit de vivre, c'est comme le petit pousset qui laisse des grains, des miettes pour remettre sur la voie, en fait. Quand on rêve de chenilles poilues, quand on rêve de serpents, quand on rêve du capitaine Crochet, quand on nous parle de vanité parce que quelqu'un vous dit « Ah, elle est jolie ta fille ». Ah non, faut pas lui dire ça, elle va être vaniteuse. Ou quand on n'ose même pas se regarder devant le miroir avant ses 15 ans, qu'on ne comprend pas ce que c'est que d'avoir une salle de bain en bon état pour pouvoir prendre soin de soi et se respecter. Eh bien finalement, on apprend plein de choses. On se nourrit à ce qu'on trouve, à l'attention qu'on trouve. Et le cinéma, la littérature, tout ça concourt à l'éducation. Moi, par exemple, j'étais fascinée par le monde des courtisanes. Elles passaient leur temps au spa, franchement. Les geishas, pareil. Les concubines. Toutes ces femmes qui attendent, qui souffrent, qui sont utilisées comme des jouets. Ou les femmes avec les corsets, les grandes robes. Celles qui vivent des cérémonies inoubliables. Celles qu'on donne comme des paquets, sans même réellement leur donner leur avis. Vous savez, l'histoire de ces femmes, comme la Belle au bois dormant, on ne cherche pas à savoir si elle est réveillée avant de se laisser embrasser par un prince qui sera forcément beau. On ne sait même pas s'il pue de la gueule. Et puis de toute façon, après, il sera forcément riche et il va t'emmener sur son grand cheval blanc, loin du royaume, loin de ta famille, et ça sera comme ça.
Ouais, ça, à la base, c'est si t'es vierge pour ton mariage. Parfois, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, on peut regarder le ciel en espérant trouver des réponses, en espérant trouver juste un petit peu d'air, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'être comme cette balle de flipper qui est en émotion endiablée, qui va à droite, à gauche et qui ne sait plus du tout où elle est. Et que c'est pire quand elle mange du gluten. En tout cas, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que notre corps est un langage. C'est notre véhicule. C'est tout un programme qui porte nos valises. Il est entre nos ombres et nos lumières. C'est notre trame. Et avec le temps, ce qui compte, c'est de savoir comment on sculpte nos rides. Parce que c'est un langage et le corps s'exprime. Son langage, c'est celui de la jouissance et le plus souvent celui de la souffrance. Décrypter ce langage, c'est entrer en communication avec nous-mêmes. Il s'agit d'écouter le message du corps. Alors, moi je sais pas, mais quand je vois que 60% de la biodiversité a déjà disparu en si peu d'années, je me dis que quand on vit des choses complexes, et je suis loin d'être la seule, et quand on vit l'épuisement maternel, quand on essaye de faire du yoga mais que c'est fatigant, quand on grossit, quand on nous dit qu'on est une fillette étrange, quand on se rend compte qu'en fait on n'arrive pas à rentrer en communication avec les gens et que vient un moment où il faut changer de disque parce que c'est fatigant. Et vient un moment où tout impacte, même la météo. Et qu'en fait, à part les masques, les costumes, les scénographies ou les armures, il n'y a pas grand-chose pour se défendre face aux prédateurs parce qu'il y a des problèmes de confiance. Et l'autre en face représente souvent un danger. Et c'est difficile d'avoir la force, la résilience pour ne pas sombrer et éviter les idées noires. Bon, on s'en sort avec le temps, mais on n'a pas d'autre choix que de devenir comme scénariste ou metteur en scène pour régler les conflits intergénérationnels qui traînent parce qu'il y a toujours une histoire derrière l'histoire. Il y a toujours des histoires de crise, de sidération, d'espoir perdu. Et puis il y a toujours des essais de reprise de contrôle en fait. Pour moi, c'est en faisant des feux, en allant me faire masser, en faisant de la peinture ou de la cuisine. Mais à la fin, qu'est-ce qui définit quelqu'un vraiment ? C'est quoi mes chances de m'en sortir sans finir chauve, comme ma mère ? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, comme dit Deepak Chopra, et qui je suis ne cesse d'émerger à mesure que ma destinée se déploie, un peu comme un iceberg qui se réchauffe et puis que tout se dilue dans un grand tout. De toute façon, ne serait-ce que pour des histoires de réchauffement climatique, on n'arrivera pas à contenir ça. Donc l'idée serait d'oser totalement sa vraie nature et d'enflammer tous les potentiels. Et d'oser tous les potentiels. Et quand je vois que mon fils aujourd'hui est un adulte, il va bien, c'est un vrai soleil et une pluie bénéfique à lui tout seul. Je suis fière de voir qu'il médite naturellement. Enfin, il est sorti d'affaires.
En cas de besoin, il sait qu'il peut monter dans un arbre ou aller dans l'eau. Il a appris à se relaxer, il sait exprimer ses besoins et de se poser et de bouger. Moi, je suis fière de savoir qu'il a un parcours comme ça tellement riche, malgré les embûches et malgré la mer de dingue qu'il a. Et pourtant, il considère que je suis vraiment un badass. Parce que déjà, quand il était petit, j'avais réussi à lui faire croire que j'arrivais à faire venir les cirques. Parce que moi, je voyais les affiches à l'avance. Et rien que pour ça, il est très fier du tour de force. Et que mon fils, depuis le début, soit persuadé que je peux réussir, ça a toujours été une garantie suffisante pour moi. J'ai pas fait un seul livre, j'en ai pas fait 2. Je fais le 3e, mais là, cette fois, je vous dis tout, je balance tout, parce qu'à la fin, moi, j'ai besoin de faire du tri dans mes papiers, je range toutes mes notes, en fait. Et je remercie toutes les personnes qui ont contribué à m'apporter toutes ces choses, à me faire bouger, à me remettre en question, à réfléchir à mon positionnement, à savoir que de toute façon, je ne peux travailler que les matières de luxe parce que de toute façon, j'ai besoin au quotidien d'être en équilibre, tout comme vous, je crois. Et quand Nikola Tesla dit que pour découvrir les secrets de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration, je me dis, franchement, il y a des choses à faire, des exercices simples à faire, de respiration, d'ajustement, de centrage pour se remettre face à la racine, pour peut-être en spirale approcher une problématique et arriver un jour à se sentir immobile, posé, ajusté, avec un souffle en conscience qui va bien. Être vraiment centré dans les 24 heures de la journée, trouver moyen de se centrer, de se maintenir, de se déployer. On ne peut pas guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparément de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps recouvrent la santé, il faut commencer par soigner l'esprit. Parce que c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui, séparer d'abord l'âme et le corps. C'est Platon qui dit ça. Je pense que il n'y a pas grand-chose à rajouter pour illustrer cette première partie. Merci de votre attention.